Dans cette vidéo, nous allons voir les 10 fonctions Excel que tu mérites de connaître en tant que comptable. Ces 10 fonctions Excel vont te sauver littéralement la vie. Ces 10 fonctions vont t'aider à gagner un temps précieux. Sans plus tarder, c'est parti! Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications afin de ne rater aucune vidéo publiée, en particulier tous les vendredis. Alors ici, on va voir les 10 fonctions indispensables à maîtriser par tout professionnel de la comptabilité afin de gagner un temps énorme, un temps précieux. Et on sait à quel point le temps il est précieux pour nous comptables, on sait à quel point le temps est précieux pour les pros de la compta. On va donc commencer par la toute première fonction sous Excel. Il s'agit de la fonction agrégat. La fonction agrégat, c'est une fonction qui a ceci de particulier. Cette fonction permet d'ignorer des erreurs tout en vous aidant à effectuer une somme. Je sais que vous êtes très habitué avec la fonction somme, mais le problème avec cette fonction, c'est qu'elle connaît des limites. En particulier, lorsque dans la liste de valeurs pour laquelle vous voulez effectuer une somme, il y a une cellule qui comporte une erreur. Par exemple, ici, on peut remarquer que sur la ligne 15, on a cette cellule qui comporte une erreur. Et bien, l'erreur vient d'où? Ça vient du fait que on a divisé une valeur par 0. Alors, sous Excel, naturellement, lorsque vous allez faire une division par 0, la valeur qui est renvoyée en guise de résultat est une valeur d'erreur. Et nous voici ici en train d'effectuer une somme comme on a l'habitude de le faire. Et voilà qu'on a vite fait de renvoyer également une valeur d'erreur. Alors, comment est-ce qu'on peut corriger une telle insuffisance, une telle limite? C'est à l'aide de la fonction agrégat. Il suffit donc d'aller taper égal agrégat. Vous voyez qu'une proposition vous est faite, renvoie un agrégat dans une liste ou une base de données. On va activer donc cette fonction agrégat à l'aide de la touche de tabulation et vous avez en guise donc de premier argument de cette fonction différentes propositions. On vous propose par exemple d'effectuer une moyenne, de compter le nombre d'occurrences que vous aurez sur votre liste de valeurs, ou encore ce qui nous intéresse ici, c'est d'effectuer une somme. On va donc double-cliquer là-dessus. On retient donc que nous voulons faire un agrégat et effectuer en particulier la somme. Vous allez donc mettre point virgule. Ensuite, on va passer au deuxième argument de la fonction. Dans cet argument, il est question d'ignorer un certain nombre d'éléments. Alors, on vous propose ici d'ignorer les fonctions sous-totales, d'ignorer les lignes masquées, d'ignorer bien d'autres éléments. Mais ce qui va nous intéresser, c'est d'ignorer les valeurs d'erreur. On va donc retenir le sixième élément en guise, n'est-ce pas, de deuxième argument de notre fonction agrégat. Ensuite, troisièmement, on devrait pouvoir indiquer la matrice sur laquelle il va effectuer cette somme. Voici donc la matrice sur laquelle la somme va être effectuée. Et bingo, on a donc notre résultat 719 921. Donc la fonction agrégat, c'est une fonction excellente qui vous permet d'effectuer des sommes ou encore d'autres opérations tout en ignorant des éléments tels que des sous-totaux, des lignes d'erreur, etc., etc. On va également voir comment la fonction agrégat marche lorsqu'il est question pour nous d'effectuer une somme sur des éléments qui comportent déjà des sous-totaux. On a donc ici un exemple où on a le chiffre d'affaires du produit A, le chiffre d'affaires du produit B, et on a ici un agrégat que j'avais déjà défini comme étant la somme du chiffre d'affaires, n'est-ce pas, des produits A et B, ça donne 17 500 000. Ensuite, on a le coût de revient du produit A, le coût de revient du produit B, et on a donc un agrégat, n'est-ce pas, de ces deux éléments qui donne 15 280 150. Et puis ici, vous pouvez tout de même utiliser la fonction agrégat sur cet ensemble de valeurs en cherchant à ignorer bien sûr ces sous-totaux. Et on aura donc l'occasion de voir qu'on peut dégager la marge sur les produits A et B. Il suffit donc de venir ici dire fonction égale agrégat. Ensuite, on indique que nous voulons effectuer un agrégat de type somme, point virgule. Ici, nous voulons ignorer les sous-totaux. On peut donc retenir ce premier élément, ignorer les fonctions sous-totales et agrégat imbriqués. Alors, je clique là-dessus. Ensuite, on va lui indiquer la matrice ou alors le champ de valeur sur lequel on veut faire cette opération. Vous voyez bien que je sélectionne tout, y compris les sous-totaux chiffre d'affaires et sous-totaux coût de revient. Et à la fin, on aura donc notre marge qui est bel et bien correct, qu'on peut contrôler en venant récupérer le chiffre d'affaires total, auquel on va ajouter le coût de revient en négatif, et là nous avons bingo la bonne valeur. Donc voilà pour la fonction agrégat. On va s'intéresser maintenant à la deuxième fonction. Il s'agit de la fonction arrondi, une belle fonction que j'apprécie, que j'affectionne particulièrement. Alors ici, la fonction arrondi, c'est une fonction qui va vous sauver la vie en ce que ça vous permet rapidement d'obtenir un arrondi lorsque vous êtes devant
une impasse. Supposons qu'ici, nous avons le bénéfice distribuable de l'entreprise et on a un certain nombre d'actions, le nombre d'actions composant le capital social. On a 10 000 actions qui composent le capital social et nous voici en train de vouloir déterminer le dividende par action. Bien entendu, nous avons déjà constitué les réserves légales et d'autres réserves rendues obligatoires par la loi ou par les statuts. Il est donc question de déterminer le dividende que chaque action obtiendra. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Naturellement, on va être appelé à prendre le bénéfice distribuable qu'on va rapporter au nombre d'actions. Mais le problème ici, c'est que, eh bien, on a des problèmes de rompu. Là, on a des chiffres après la virgule. Nous voulons donc déterminer un arrondi. Qu'est-ce qu'on va faire? Il suffit de prendre la fonction arrondi égale arrondi. Et qu'est-ce qui vous est demandé comme argument? Premier élément, vous voulez arrondir quoi? Alors, quel est le nombre que nous voulons arrondir? Il suffit de venir ici. Ensuite, deuxième argument, il faut indiquer le nombre de chiffres que vous voulez avoir après la virgule. Sachant qu'ici, on suppose que nous sommes en francs CFA. Il n'y a donc pas de centimes. On va chercher à avoir 0 chiffre après la virgule. Bingo! Nous avons donc notre valeur dividende par action. Ce sera 2498 francs. Il y a 0 chiffre après la virgule. On peut aller un peu plus loin en cherchant à obtenir une valeur où on aura comme dernier chiffre 0. Il suffira donc de venir ici et mettre moins 1. Et là, waouh! On a donc 2500 francs comme dividende qu'il faudra donc débourser par action. Voilà une belle fonction qu'il faut absolument connaître en tant que comptable. La troisième fonction qui va nous intéresser maintenant, c'est la fonction mois. Une fois qu'on a une date, il est question à partir de la date d'obtenir le mois et ça peut être très utile pour effectuer des opérations très rapidement. Donc ici, on a une suite de valeurs, on a une petite base de données où on a la date, le numéro de transaction, l'opération concernée, le montant et puis les questions pour nous à partir de la fonction mois d'obtenir le numéro de mois correspondant à la date. Qu'est-ce qu'on va faire? Égal mois tout simplement. Ensuite, on va lui indiquer la date pour laquelle nous voulons indiquer le numéro de mois et on ferme donc la parenthèse. On a comme résultat 1, ce qui signifie qu'on est ici au premier mois de l'année et il suffit donc d'étendre cela aux autres cellules pour obtenir les différents mois de l'année de chacune de nos opérations. La quatrième formule ou la quatrième fonction Excel qui va nous intéresser à présent, c'est cette fonction qui permet d'obtenir la date fin de mois d'une date donnée. On va voir un exemple concret, n'est-ce pas? Nous avons ici différentes factures et pour chacune de ces factures, on a une date. L'idée, c'est de pouvoir déterminer à partir d'une fonction Excel la date fin de mois de chacune de nos factures. Et on sait à quel point c'est important lorsqu'on gère des fournisseurs en fonction des conditions contractuelles de paiement, en fonction des délais de paiement. On voudrait rapidement obtenir comme ça sur une base de données la date fin de mois ou la date fin du mois suivant et on va donc voir comment faire cela. Alors pour avoir la date fin de mois, c'est pas compliqué. Il suffit de prendre la fonction fin de mois. On va donc dire égal fin.mois. Excel vous propose d'ailleurs la fonction fin.mois, n'est-ce pas? On double-clique dessus. Alors il y a deux arguments dans cette fonction. Il faut donner la date de départ et ensuite indiquer le nombre de mois à partir duquel il définira pour vous la date fin de mois. Alors la date de départ ici, c'est cette date que nous avons à notre gauche. Point virgule, il faut lui indiquer à présent combien de mois, à partir de combien de mois vous voulez qu'il vous indique la date fin de mois. Si on met là 0, il vous donnera la date fin de mois, et bien à partir de cette date facture. Ça veut dire que si on met là 0, sachant que cette facture est datée du 1er janvier 2021, il nous indiquera que la date fin de mois, ce sera le 31 janvier 2021. En revanche, si on met 1, alors il s'agira pour lui de comprendre tout simplement qu'il s'agit de partir de ce premier mois de janvier, ajouter un mois supplémentaire et d'indiquer ainsi la date fin de mois de ce mois supplémentaire. On va dans un premier temps mettre 0 et puis on ferme les parenthèses. On a là 31 janvier et il est simple pour nous d'étendre cela aux différentes cellules pour obtenir les dates fin de mois des autres factures. On pourrait donc déterminer également la date fin de mois suivant pour chacune de nos factures. On va donc se servir de la même fonction fin.mois égale fin.mois. Ensuite, on va lui indiquer les arguments de la fonction afin qu'il puisse restituer le résultat qu'on attend de lui, sachant ici que le résultat doit être la date fin du mois suivant. On va donc indiquer la date de départ que voici, point virgule, et on va dire on veut en fait avoir une date fin du mois suivant. Par conséquent, on va mettre 1 pour lui dire qu'on veut la date fin du mois suivant. On ferme les parenthèses et on a là le résultat. Par exemple, cette facture datant du 1er janvier, la date fin du mois suivant, et bien c'est le 28 février. Assez utile lorsqu'on a des fournisseurs à traiter, lorsqu'on a des factures fournisseurs et qu'on est un peu dépassé de faire des choses manuellement, on se sert rapidement
rapidement de cette fonction fin.mois et c'est assez aisé de pouvoir gérer nos délais de paiement fournisseurs. Nous traitons toujours avec les dates. Il est question à présent de déterminer une autre date dans le futur ou dans le passé en fonction d'une date facture que nous avons présentement. Exemple, on peut vouloir décaler cette date par exemple de 2 mois, de 3 mois, sachant que si nous avons aujourd'hui sur cette date facture le 1er janvier 2021 et tout dépend des conditions contractuelles, on peut par exemple avoir des conditions de paiement qui voudraient qu'une facture soit payée 3 mois après la date de réception de la facture. On va donc supposer ici que ça c'est la date de réception de la facture et on va vouloir avoir une date de paiement ou alors un délai de règlement s'il s'agit d'un délai de 3 mois, date de réception ou alors date figurant sur la facture. On va tout simplement se servir de la fonction mois décalé. Mois décalé, n'est-ce pas? Que voici mois.décalé, il vous est proposé ici par Excel. On va lui indiquer la date de départ à partir de laquelle on veut déterminer cette date décalée. Ensuite, le nombre de mois à partir duquel nous voulons obtenir le résultat. Et ce sera par exemple 3 mois, n'est-ce pas? Ensuite, on a donc, on va fermer les parenthèses et on a donc notre résultat. Il nous dit pour cette facture qui est datée du 1er janvier 2021, la date que je vous détermine là, 3 mois plus tard, ce sera le 1er avril 2021. Il suffit donc de copier ou alors d'étendre cette formule aux autres cellules pour avoir également le résultat des autres éléments. On a par exemple ici une facture datée du 21 novembre 2021. 3 mois plus tard, ce sera le 21 février 2022. On peut également voir comment déterminer une fin de mois de la date décalée. On se rappelle très bien de notre formule fin de mois qu'on peut imbriquer avec la formule du mois décalé, n'est-ce pas, pour obtenir la fin du mois d'une date décalée. La fin du mois d'une date décalée, il suffira donc d'indiquer cette formule de mois décalé, d'indiquer la date de départ, ensuite le nombre de mois concernés, on reste sur nos 3 mois, ensuite d'indiquer également ici 0 pour lui dire qu'on veut avoir la date fin de mois de la date décalée et on ferme donc les parenthèses et ensuite on a notre résultat. Pour cette première ligne où nous avions une date décalée du 1er avril 2021, on a donc pour résultat fin de mois, ce sera le 30 avril 2021. Donc voilà des formules assez intéressantes qui vous permettent de gérer aisément vos délais de paiement fournisseurs. Il vous arrive certainement d'effectuer des sommes de valeurs qui se trouvent sur plusieurs cellules, n'est-ce pas? Alors habituellement, et on va voir que c'est contre-productif de faire ce qu'on a l'habitude de faire. On va illustrer le contraste qu'il y a entre ce qu'on a l'habitude de faire et ce que je vais vous proposer à travers cette formule somme toujours. C'est-à-dire que nous avons ici 4 feuilles, la feuille IMO, la feuille charge, la feuille note de frais et la feuille charge de personnel. Et nous voulons ici déterminer le total des valeurs qui figurent sur chaque feuille afin d'avoir un total budget par exemple. On aura donc ici à prendre la somme. Voilà ce qui est fait habituellement. On va prendre premièrement la somme IMO. Ensuite, on ajoute la somme de ce qui est sur la feuille charge. Ensuite, on ajoute la somme de ce qui est sur la feuille note de frais. Ensuite, ou alors enfin, on ajoute la somme de ce qui est sur la feuille charge de personnel et on a notre résultat. J'avoue que ça prend un temps vraiment énorme. Alors, je vais vous proposer ici une manière de faire assez rapide où on se sert bien entendu toujours de la fonction somme. Et on va venir ici sur la feuille IMO, sélectionner la plage de cellules sur laquelle on veut faire la somme. Vous allez remarquer que je vais un peu au-delà de la plage de cellules ou alors de la plage de valeurs qui se trouve sur la feuille IMO parce que je vais vouloir en fait faire automatiquement la somme des valeurs se trouvant sur ces 4 feuilles, feuille IMO, charge, note de frais et charge de personnel. Sachant que sur certaines feuilles, bien entendu, je dois toujours veiller à ce que mes valeurs soient dans la même colonne, dans la colonne B. Mais il se trouve que sur certaines feuilles, je vais avoir des valeurs qui vont au-delà de la 8e ligne que j'ai ici. C'est pourquoi je vais étendre, n'est-ce pas, cette plage de cellules sur laquelle je vais effectuer la somme. Alors, vous allez appuyer le bouton Shift, n'est-ce pas, vous appuyez le bouton Shift. Ensuite, vous venez sur la feuille charge de personnel, vous cliquez dessus et vous allez remarquer ici, n'est-ce pas, qu'il somme directement tous les éléments qui vont de la feuille IMO jusqu'à la feuille charge de personnel. Si vous remarquez bien, vous allez voir que ces différents onglets sont d'ailleurs sélectionnés et il suffit de fermer les parenthèses et de valider pour voir que j'ai le même résultat. Alors, ce qu'il y a d'intéressant avec
cette manière d'effectuer des sommes sur différentes feuilles, c'est que je peux ensuite prendre une feuille qui n'existait pas dans ma première sélection, dans mon premier calcul, et l'intégrer tout simplement là au milieu. Et vous verrez que ma formule est mise à jour. Vous voyez bien que j'ai une différence avec le premier calcul que nous avions fait ensemble. La fonction qui nous intéresse à présent, c'est la fonction si. C'est une fonction conditionnelle, mais assez pratique, qui va vous sortir de pas mal de situations. Pour illustrer son fonctionnement, je vais vous prendre ici un exemple. Nous avons différents commerciaux qui vont apporter du chiffre d'affaires à l'entreprise. Il est donc question de déterminer qui a droit aux commissions parmi nos commerciaux, parmi nos 8 commerciaux, qui a donc droit aux commissions. Sachant que la règle d'octroi de commission, c'est de générer des ventes supérieures à 5 millions. Alors, on peut très bien se servir de la fonction si pour déterminer qui aura droit aux commissions pour chacun de nos commerciaux. Donc, on va dire égal SI égale si. On ouvre les parenthèses et on va remarquer que cette fonction a 3 arguments. Donc, dans sa syntaxe, il y a 3 arguments. Le premier argument, c'est le test logique. Quelle est la condition à respecter? Lorsque le test logique est satisfaisant, on doit pouvoir, en deuxième argument de la fonction, lui indiquer qu'est-ce qu'on fait si le test se révèle être satisfaisant. Et puis, troisièmement, si le test n'est pas satisfaisant, donc si la valeur est fausse, qu'est-ce qu'il faut renvoyer comme résultat? On va donc y aller rapidement. Donc, ici, en test logique, c'est de prendre le chiffre d'affaires de chaque commercial et de lui dire si ce chiffre d'affaires est supérieur à 5 millions, n'est-ce pas? 5 millions. Alors, c'est-à-dire point virgule, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dire tout simplement qu'il a droit aux commissions. Donc, on va dire oui, n'est-ce pas? Remarquez que chaque fois qu'il faut renvoyer une valeur texte en résultat, il faut mettre la valeur dans des guillemets. Si vous ne mettez pas cela dans des guillemets, ça ne marchera pas. Maintenant, vous mettez point virgule, valeur sinon. Valeur si jamais la condition n'est pas respectée, si jamais le test se révèle être insatisfaisant, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement ne rien mettre par exemple. Ou alors, on pourrait dire il n'a pas droit, on met non. Voilà. On peut mettre non comme résultat. Et je ferme dans les parenthèses. Vous voyez que pour le premier commercial qui a fait un chiffre d'affaires inférieur à 5 millions, on dit clairement qu'il n'a pas droit aux commissions. Je vais donc étendre la formule aux autres cellules. Et on peut remarquer ici qu'il y a des cellules où il est indiqué clairement qu'ils ont droit aux commissions. Et on peut remarquer que pour chacun d'eux, le chiffre d'affaires est bel et bien supérieur à 5 millions. La formule qui va maintenant nous intéresser, c'est la formule somme si. On vient de voir la formule si, mais la formule somme si vous permet d'effectuer une somme si une ou plusieurs conditions sont respectées. Ici, on va voir les deux variantes de la formule somme si. On va voir la formule somme si simple et ensuite on va voir la formule somme si ensemble qui permet de prendre en compte, qui est multicritère et permet de prendre en compte plus d'un critère. Donc ici, on va vouloir déterminer le chiffre d'affaires qui va générer des commissions. On a dit tantôt que les commerciaux qui ont droit à une commission, c'est ceux qui ont effectué un chiffre d'affaires supérieur à 5 millions. Et on peut remarquer que pour ces commerciaux-là, dans cette colonne, on avait bel et bien dit oui, ils avaient droit aux commissions. On va donc déterminer le chiffre d'affaires total qui vont générer des commissions. Alors, on peut très bien se servir de la fonction somme si, somme.si, n'est-ce pas? Les arguments de cette fonction, il y en a 3. Il y a premièrement la plage qui contient le critère que nous voulons tester. Ensuite, deuxième argument, on a le critère à tester. Et troisièmement, on a la plage sur laquelle on va effectuer notre somme. Quelle est donc la plage ici qui contient le critère? Nous voulons sommer le chiffre d'affaires qui va apporter des commissions. Donc, le critère étant le droit aux commissions, on va retenir cette plage, n'est-ce pas? Ensuite, on va faire point virgule. Le critère ici, c'est de dire que si un commercial a 8 dans la colonne droit aux commissions, eh bien, on va prendre son chiffre d'affaires en compte afin d'effectuer la somme. Et la plage sur laquelle on va effectuer cette somme, c'est la plage que voici, que je sélectionne là. Et là, bingo, on a donc ici le résultat qui est de 20 427 667. C'est sur ce chiffre d'affaires qu'on va déterminer les commissions de 2%. Voilà. On va donc maintenant voir la deuxième variante de cette formule somme-ci, une variante excellente qui vous permet de prendre en compte plusieurs critères. En plus du critère droit aux commissions, on va prendre en compte le critère zone, c'est-à-dire qu'on va déterminer un chiffre d'affaires ayant droit aux commissions pour chacune de nos zones. Ainsi, je vais taper la formule somme-ci ensemble que voici. Et on va remarquer ici qu'il faut prendre en compte pour chaque critère 3 éléments. On a la plage sur laquelle je vais effectuer la somme. On a la plage comprenant le premier critère. On a le premier critère, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, je vais d'abord, dans un premier temps, indiquer comme argument, comme premier argument de la fonction la plage sur laquelle je vais effectuer la somme. Je préfère
figer cette plage en appuyant la touche F4 pour que lorsque je vais étendre la formule aux autres cellules, qu'il n'y ait pas de modification de la plage sur laquelle j'effectue mes opérations. Ensuite, je dois donc indiquer la première plage de critères. La première plage de critères, c'est si le commercial a droit ou non aux commissions. Je vais donc figer également pour les mêmes raisons que je venais d'indiquer. Ensuite, je vais donc lui dire quel est ce premier critère. Eh bien, c'est de dire que oui, il a droit aux commissions. Ensuite, je dois lui indiquer la deuxième plage de critères. La deuxième plage de critères, eh bien, c'est la zone que je viens de sélectionner. Je mets F4 afin de figer également cette plage de critères. Et enfin, je dois lui dire le critère sur lequel je dois juger ou alors déterminer le chiffre d'affaires sur lequel je dois cumuler le chiffre d'affaires. Et j'ai donc indiqué ici dans une colonne à part les différentes zones pour lesquelles on va déterminer la somme de chiffre d'affaires apportant des commissions. Ensuite, je ferme les parenthèses et on a donc notre résultat. Je peux ainsi étendre ceci aux autres cellules et on peut remarquer que la zone C, c'est une zone qui ne génère pas suffisamment de chiffre d'affaires. Il faudra donc aller creuser pour savoir pourquoi. Est-ce que c'est parce que les commerciaux ne sont pas compétents? Est-ce que c'est parce que c'est une zone qui infère le pouvoir d'achat? Donc, il faudra enquêter pour savoir. On peut rapidement vérifier également que eh bien, j'aboutis toujours aux 20 427 667 que j'ai ici au-dessus. Je vous présente ici l'avant-dernière fonction qui va vous sauver la vie, vous permettre de gagner un temps énorme, tout en vous évitant de procéder à une recherche manuelle dans une feuille Excel. À partir de la fonction recherche V sur Excel, vous pouvez remonter sur une feuille de données la correspondance d'un élément que vous cherchez. On va prendre pour exemple ici le matricule des différents commerciaux que nous avons au sein de notre entreprise, les ventes qu'ils ont générées. On a vu que certains ont droit aux commissions et d'autres non. Il est question à présent de déterminer la zone à laquelle il appartient. C'est vrai qu'on a le code de la zone, mais on aimerait avoir le nom de la zone pour que le fichier soit aisément compréhensible. Heureusement, dans une seconde table de données, on a donc les noms des zones en fonction du code. De la question ici à partir de la formule recherche verticale, recherche V, que voici. On peut voir ici qu'il y a 4 arguments dans cette fonction. Il y a la valeur cherchée, c'est-à-dire le critère en fait de recherche, n'est-ce pas? Ici, c'est le code de la zone. Ensuite, deuxième élément, on a la table matrice, la table dans laquelle on va opérer cette recherche. Troisième argument de la fonction, c'est le numéro de la colonne dans laquelle se trouve le résultat probable. Et puis, dernier argument, c'est de dire si nous voulons une approximation ou une valeur exacte. Dans la valeur cherchée, eh bien, c'est le code de la zone, point virgule. La table sur laquelle nous opérons notre recherche, la voici. Je préfère figer les éléments en me servant de la touche F4 afin que lorsque je vais étendre la formule aux autres cellules, que je ne puisse pas avoir d'erreur de calcul, que je puisse rester exactement sur ma table matrice initiale. Ensuite, point virgule, il m'est demandé ici de fournir le numéro d'index de la colonne. On peut bien remarquer ici que le numéro d'index, c'est le numéro 2 parce que la colonne numéro 1, c'est la colonne qui contient les codes de la zone. Et puis la colonne numéro 2, c'est celle qui a le nom de la zone qui m'est utile pour rendre plus intelligible bien, mon tableau. Point virgule, il y a deux possibilités à présent dans le dernier argument. Il faut dire vrai, correspondance approximative, ou faux, correspondance exacte. Je vais donc retenir faux. Pour une correspondance exacte de ce que je suis en train de rechercher, je valide et je peux donc étendre les éléments aux autres cellules et me rendre compte que j'ai pu remonter rapidement grâce à ma formule recherche V les noms des zones auxquelles appartiennent chacun de mes commerciaux. La dernière fonction qui va nous intéresser à présent, c'est la fonction supprimer espace ou alors supprespace tel que ça se retrouve dans Excel. L'idée en fait ici, c'est de dire que quelquefois je veux effectuer une recherche verticale, mais le résultat qui me renvoie est un résultat d'erreur. On va voir comment dénouer cette difficulté à l'aide de la fonction supprespace. Dans un premier temps, remplissons déjà les noms de zones avec la formule ou alors la fonction recherche V telle qu'on venait de le voir quelques instants. Donc je fournis ici le code de la zone, ensuite la table matrice que je vais figer pour pouvoir étendre ma formule, ensuite le numéro de colonne comportant le résultat, c'est le numéro 2 et enfin je vais lui dire que je veux la correspondance exacte. Vous allez remarquer ici que la valeur renvoyée est une valeur d'erreur, même lorsque j'étends, c'est une valeur d'erreur. Pourquoi? Eh bien parce que cette cellule contient des espaces, n'est-ce pas? Cette cellule contient des espaces. Il est question à partir de la formule supprime espace, eh bien d'éliminer ces espaces-là. Qu'est-ce que je vais faire? Alors effaçons déjà ceci et déterminons le contenu de cette cellule sans les espaces. Alors je vais mettre égal, supprimer espace, supprespace, n'est-ce pas? Je récupère cet élément, je ferme les parenthèses. Vous allez remarquer que le résultat ici, eh bien c'est le code de la zone sans
espace, n'est-ce pas? Très intéressant. On va à présent imbriquer cela avec la formule recherche verticale. Recherche verticale. Le premier argument de notre recherche verticale, c'est le code de la zone sans l'espace que voici, n'est-ce pas? Ensuite, point virgule, j'ai ma fameuse table matrice que je vais figer. Point virgule, le numéro de colonne 2 et enfin correspondance exacte. Et je peux fermer et me rendre compte que j'ai bel et bien mon résultat sans élément d'erreur, sans élément erroné. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin qui traitait donc des 10 fonctions indispensables pour un professionnel du chiffre que tu es. J'imagine que tu utilises d'autres fonctions mais que je n'ai pas eu le temps de traiter dans cette vidéo. Tu peux les mettre en commentaire afin que cela soit bénéfique à d'autres. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, qu'est-ce que tu attends? Abonne-toi pour ne rater aucune vidéo sur la chaîne vidéo de Comme ça.